Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité à Racaille, la 205e, on est le 14 mai 2013, le fond de l'air est très très frais. On peut vous en parler, on est à la terrasse de l'artiste et on s'est vraiment caillé. À Racaille, oui, je crois que j'ai déjà dit, avec notre camarade Piqueco à la régie, à la programmation musicale et puis aussi à d'autres occupations. Bonjour tout le monde. Notre Jean, notre hussard noir de la République, à ma gauche, qui concocte ses émissions, c'est le penseur du groupe. Salut à tous. Et Shlomo qui vous cause dans le micro, comme tous les mardis, de l'artiste dans la société. Oui, il n'y est pas vraiment, il est un peu par du temps, et paraît-il, enfin, il semblerait pour longtemps encore, tout à fait en dehors de celle-ci. De ses contraintes, de ses exigences, de sa cohabitation avec les autres, etc., enfermé dans ses ateliers ou dans ses engagements littéraires, musicaux ou théâtraux, bref, il est ailleurs, quoi. L'artiste et l'engagement politique en toc, là aussi, on les entend pas beaucoup, les artistes, enfin, il y en a quelques-uns, évidemment, mais c'est tellement peu par rapport aux légions qui cotisent, je parle des plasticiens, là, je parle des plasticiens, des graphistes, etc., qui cotisent à la Maison des Artistes, pas l'association, mais la Sécu, qui sont, je crois, 40 000, quelque chose comme ça. Oui. Alors, vous en entendez beaucoup sur les ondes, sur les places publiques, etc., qui gueulent « Ah bah tout ça, non ». L'artiste et la religion, eh bien là, par contre, il y en a qui croient, beaucoup plus qu'on l'imagine. Parce que bon, quand le loto marche pas, quand rien fonctionne, eh ben on se tourne vers une religion pour demander au Très-Haut de nous aider à devenir riches et célèbres. L'artiste et la science, bon, c'est un peu ignoré des artistes, la science, hélas, parce que longtemps, ils ont été très proches des scientifiques, et parfois, ils étaient même des scientifiques. Mais actuellement, c'est pas vraiment le cas. Par contre, les scientifiques, ou de très haut niveau, même, ce qu'on appelle les scientifiques de très haut niveau, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin bon, ça en jette. Eh bien, ces gens-là, ils s'intéressent, par contre, à l'art. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité, ici, tous les mardis matins, eh bien, on l'emmerde. Et une petite citation du camarade Borésian. C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde. Voilà. Excellente. Vive l'anarchie! Ouais. C'était Bella Ciao. Oui, en hommage en quelque sorte, ou même sans quelque sorte, au grand-père d'Aurélie Filippetti, vous savez, notre pétulante nouvelle ministre de la Culture, socialiste,
Son grand-père, oui, d'abord son père, qui était militant communiste, un mineur de fond, et justement arrière petite-fille d'un émigrant italien venu travailler dans les mines de fer de Lorraine. Voilà, ça c'est Bella Ciao, c'est pour lui. Vous allez comprendre pourquoi. Un destin que la ministre raconte dans un roman, Les derniers jours de la classe ouvrière. Comme ce grand-père résistant, comment ce grand-père, je bafouille ce matin, désolé, mais il y a des choses qui me grippent un petit peu le cerveau, comme ce grand-père résistant a été arrêté par la Gestapo au fond de la mine et déporté avec 2 de ses frères. Vous voyez, c'est le grand-père d'Aurélie Filippetti. Vous voyez d'où elle vient. Son père était, lui, par contre, un militant communiste. Toujours dans les mines de Lorraine ou d'Alsace, je ne sais plus très bien. Et cette fille qui naît dans ce milieu prolo a quand même été normalienne, c'est pas rien. Et romancière, évidemment, quand on est normalien, en principe, on sait écrire. Pas forcément des choses intéressantes, mais elle, il semblerait que oui. Et aujourd'hui, ministre de la République sous le drapeau rose des socialos. C'est là que ça se complique. Le parcours exemplaire, en quelque sorte, d'une fille du peuple qui se termine, et c'est là que ça devient un peu chaud, dans les bras d'un descendant de ces exploiteurs, ex-militant d'extrême droite en particulier. Alors, quand je dis ex-militant d'extrême droite, c'est pas pour de rire. Hein. Il a été maqué pendant 7 ans avec les gens du GUD, d'Occident, etc. Bon, voilà. Et puis... c'est un beau ramassis d'abrutis. Oui, un beau ramassis d'abrutis. Bien sûr, tout ça, c'est que du fait divers. On pourrait... Bon, tous les magazines People, on parle de cette nana. De la bavouille de Bignol, hein, évidemment. Et ben, je suis fier d'être une Bignol ce matin. Mais cette caricature de l'embourgeoisement d'une fille de prolo démontre, si cela est encore à faire, la triste personnalité des élites de la République socialiste-démocrate, chère aux camarades de Boudoir Hollande et de sa clique de baronnets Louis-Philippe Arde. N'est-ce pas? Alors, cette jeune femme, pas stupide, et pourtant, elle dit, quand le Canard enchaîné, c'est le Canard enchaîné qui rapporte ça en tout cas, elle répond à ses détracteurs à propos de cette vie à la colle avec un descendant de nos exploiteurs, parce qu'on en fait partie nous aussi. Vous savez, ils ont dirigé la France pendant des siècles, en massacrant, en pillant, en violant tout ce qui bougeait. L'amour n'embourgeoise jamais. Écoutez ça fera date. Hein. L'amour est toujours subversif. Quand on a dit ça, je veux dire, après, on est un peu coincé. On a un peu touché le fond, quand même. On a un peu touché le fond. Alors, quelle crachotte la môme Aurélie. Mouais. Faut dire qu'avec une particule, ça le fait encore plus. Ce n'est plus de l'embourgeoisement, c'est de l'aristocratiquement. Vous voyez, on pourrait dire ça comme ça. Mais enfin, bourgeois, aristo, il n'y a pas beaucoup de différence. Et ce n'est plus simplement subversif, c'est carrément fascisant. Surtout quand on connaît le pédigré de son amoureux. Alors Jean, évidemment, il défend toujours l'amour, mais là, je crois que je l'ai un peu embarrassé, là. Et elle est pas chienne avec ça. Un petit peu. Elle est pas chienne avec ça, la gueuse, qui verse une petite larmichette en quasi-deuil sur les oubliés des hauts-fourneaux. Alors là, c'est vraiment pousser les choses vraiment très loin. Sur les hauts-fourneaux de Florange, dont les foyers se sont éteints. Alors je la cite encore, c'est du même tonneau que l'amour n'embourgeoise jamais. En revoyant tous ces hommes habillés avec des capes métalliques qui les font ressembler à des Dark Vador, quel arrachement! Je sais pas quoi. Elle est normalienne. Bon. Et cette pétarade, en exclusivité pour qui, je vous le demande? Non, pas pour l'humanité, pas pour le monde libertaire, pas pour Charlie Hebdo, pour Paris Match. Ouais, vous rêvez pas, elle l'a dit. Dans ce magazine au doux parfum de charogne, parce qu'il faut dire que Paris Match, hein, bon, on sait que quand ils interviewent quelqu'un, quand ils font 4 pages dessus et une couverture, c'est pas pour du beurre. Hein. Alors voilà, je conclurai en disant qu'elle est totalement sans vergogne, la porte marocain socialo à l'autre boudin de la culture. De quoi je vous le demande, je vous pose la question à cette auditrice qui apparemment est fidèle de Radio Libertaire. J'aimerais qu'elle me dise si elle a une idée là-dessus, quoi. Mais hors les pauses musicales. Non, tu rentres.
Voilà, j'ai fini mon petit bavouillage. C'est laborieux parce que ça me perturbe. Bah, c'est consternant, là. Mais pourquoi t'es consternant comme ça ce matin? Non, consternant, ce qui me contrarie, c'est con. Bon, enfin, vous avez compris, hein, si vous voulez émouvoir une midinette socialiste, hein, il vous faut la particule. Hein, ah oui, ça c'est apparemment, obligatoire. Et un bon pédigré d'extrême droite. Voilà, sous ça. Et je suis moins étonné après avoir lu cet articulet dans le Palmipède qu'elle se soit entourée, par exemple, de Dieu de Vabre comme adjoint, comme conseiller dans son ministère de la Culture. Qui fait un peu gaucho, en fait, à côté de son mec, quoi. Oui, ça. Tout à fait, quand même. Voilà où on en est. Ah la vache. Bon, un procureur américain a accusé jeudi Ariel Castro, inculpé pour séquestration et viol de 3 jeunes femmes pendant 10 ans dans l'Ohio. Là, personne ne peut ignorer cette histoire. D'avoir commis un meurtre en interrompant des grossesses et prévenu qu'il envisageait de requérir la peine de mort. Je le cite, le comté va requérir des charges pour chaque acte d'agression sexuelle et de tentative de meurtre, et pour chaque acte de meurtre aggravé qu'il a commis en interrompant les grossesses, a déclaré le procureur Timothy McGinty, en ajoutant que son bureau allait aussi chercher à requérir des accusations passibles de la peine de mort. Alors, t'as compris le truc, Robert, j'imagine, hein. La séquestration et le viol pendant 10 ans, tu vois, ne méritent qu'une peine de prison, mais les avortements pourraient lui valoir la peine de mort, hein. La plus grande démocratie du monde, tu sais, c'est le surnom que l'Amérique se donne à elle-même, tu vois. Bon. Le plus grand ramassis de barbares au monde, voilà le surnom qu'on lui donnera ici, si tu veux bien. Tout à fait, mon Jean. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des choses aux États-Unis, des fois, on marche complètement sur le cul parce que c'est vraiment hallucinant. On peut pas dire qu'on soit une plus grande démocratie qu'eux. On a aussi notre lot de connards, mais quand même. Voilà, je laisse la parole à notre fée Clochette. Hein. Ouais. Moi, je voulais relayer un billet que j'ai lu sur le site de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis. Voilà, ça s'appelle « Un pendu en plus, un chômeur en moins ». Le 24 avril 2013, Cédric, 35 ans, père de 2 enfants, s'est pendu sur son lieu de travail dans l'usine Renault à Cléon, en Seine-Maritime. Merci Renault. Merci pour ces années de pression et ce chantage aux nuits où le droit de grève n'existe pas, ne pas protester sinon gare, la peur, l'incertitude de l'avenir sont de bonne guerre, paraît-il. Tu expliqueras ça à mes filles, Carlos. C'est le message que Cédric a laissé à Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault, le patron le mieux payé de France, 13,3 millions d'euros en 2012. Cédric, salarié de Renault depuis 2001, s'était mobilisé contre les accords de compétitivité-emploi. Ces accords ressemblent dans leur contenu à l'accord national interprofessionnel, l'ANI, plus de flexibilité pour faire face à la compétitivité. Voté le 13 mars par Carlos Ghosn et 3 syndicats de Renault, l'accord prévoit 7500 suppressions nettes d'emplois et une augmentation du temps de travail. Cédric a participé activement à cette lutte. Sa direction l'a menacé de le faire passer en travail de jour, ce qui pour lui, mécanicien travaillant la nuit, représentait la perte d'une prime de 500 € par mois. Les obsèques de Cédric ont eu lieu le mardi 30 avril à Belle-Boeuf à 15h. S'est tenue à la même heure au Palais des Congrès à Paris l'Assemblée des actionnaires de Renault. Interrogé par téléphone, le porte-parole du groupe Renault nous a dit « Ce sera une assemblée ordinaire, il n'y aura rien de particulier ». Bien sûr. Bravo. Non, là, on atteint encore plus le fond, quoi. Ouais. À côté de ça, mes postillonnages sur la Filippetti, hein, c'est vraiment du pipi de chat. Vraiment, là, on atteint le fond, quoi, quand même. L'Assemblée des actionnaires, il n'y a rien à dire. Rien de spécial. Non, rien de spécial. Ouais. Non, c'est bon, bref. Ouais, Cédric est sûrement pas un cas isolé en plus. Non, bien sûr que non. On ignore les centaines de morts dans le travail en France dues à des conditions de travail précaires, la manque de sécurité, etc. Tout ça. Voilà. Ça pour filer un peu de fric, un peu plus de fric dans la poche d'espèces de feignants là qui vivent sur la peau du monde, quoi. Voilà.
C'était Yves Jamais, il y en a qui... Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, 205e, avec notre camarade de Pechacho à la régie, dont vous avez entendu la voix d'hôtesse de l'air, et à la programmation musicale, il y a tant d'autres choses. Notre Jean, qui piaffe à côté de moi, parce qu'il va dire d'avoir s'exprimer. Je piaffe comme un cheval, et vous allez comprendre pourquoi. Oh, pardon, je m'étais juré de pas rire. Oh là là, c'est terrible. Ça, Qui t'a interdit de rire, excuse-moi? Oui, je vois. Bon, je te laisse la parole, mon Jean, parce que autrement, les jours... Oui, avant d'en venir à l'extrait de texte, pour Anaïs, pour Manon et pour Mégane, je voudrais raconter une petite histoire de Michel-Ange, si tu veux bien. Oui, mon Jean, bien sûr. Tu m'autorises? Oh, écoute, mon Jean, que puis-je te refuser? Écoute, c'est quand même Michel-Ange. Michel-Ange, on peut considérer qu'il a quand même un certain lien avec le thème de cette émission. Bien sûr, mon Jean. Et puis ou l'objet de cette émission. Nous sommes des anarchistes, donc tout est permis. Si de son vivant, il a été considéré très tôt comme le plus grand sculpteur de la Renaissance, tant italienne qu'européenne d'ailleurs. Il est aujourd'hui considéré tout simplement comme l'un des plus grands sculpteurs de l'histoire. De l'histoire occidentale. Oui, mais bien sûr, oui. Remarque, oui. Vaut mieux qu'on se limite à ça, je crois, pour l'instant, parce que, aussi bien en ce qui te concerne qu'en ce qui me concerne, oui. Il y a quelques failles. Il a d'abord travaillé, et surtout pour Laurent de Médicis, tu sais, Laurent, celui qu'on appelait Laurent le Magnifique, oui. Non pas tant pour sa beauté physique, d'après les portraits qu'on a pu voir, ça aurait été pour le moins présomptueux que parce qu'il était assez généreux. On pourrait être comparé à Laurent on pourrait t'appeler Laurent le Magnifique parce que en plus de ta générosité, t'es beau. Non, mais c'est pas une basse flatterie, Je te plais? Ah énormément. Oui, enfin, il dit des choses comme ça, mais je peux vous dire qu'avant de me faire passer la bague au doigt... Qui est con. Oh, pardon, chers auditeurs, ça m'échappe. Bon, je sais plus où j'en étais. Oui, en tout cas, il a d'abord travaillé pour Laurent le Magnifique, et puis le fils de Laurent voulait pas entendre parler de lui, donc il était très jeune quand il a commencé à bosser pour Laurent de Médicis, et ensuite il a travaillé pour les papes. Il s'est installé plutôt à Rome, où il a travaillé pour la papauté, mon cher Robert. Ce qui suffit d'ailleurs à le discréditer à tes yeux. Pas du tout. Parce que il a travaillé pour la papauté, mais contraint et forcé sous peine de mort. C'est parce que il était poursuivi dans toute l'Italie par le pape, parce qu'il voulait pas bosser pour lui, toi. Et le pape l'a contraint à bosser pour lui, tellement il était décapité. Vous avez vu comment je l'ai amené à dire ça, quand même, habile. Il était aussi réputé pour être un véritable bourreau de travail. Ainsi, un jour qu'un riche Florentin était venu, c'était du temps de sa jeunesse, en compagnie de son petit garçon, lui commander un travail pour un tombeau familial. Il continua, tout en discutant les délais et le prix, à sculpter un énorme bloc de marbre. Et alors, sous les yeux écarquillés du père comme du fils, qui ont bientôt arrêté de parler d'argent, il a fait jaillir du bloc la tête et les pattes avant d'un magnifique cheval cabré, grandeur nature, aidé seulement évidemment de son burin et de son petit marteau, ou d'une petite masse, enfin bon. Et alors, au bout d'un moment, alors que le corps et la tête du cheval apparaissaient comme ça peu à peu, il y a le petit garçon qui s'est approché de Michel-Ange et qui l'a tiré, tu sais, par sa blouse. Et alors Michel-Ange s'arrête, regarde le petit garçon et lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et le petit garçon lui dit « Monsieur, comment tu as su qu'il était dedans ?» Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est d'autant plus magnifique qu'effectivement, Michel-Ange, quand il parlait parce qu'il choisissait lui-même ce bloc de marbre, il allait à Carrare, où il avait d'ailleurs passé une partie de son enfance, parce que c'était un fils de famille patricienne italienne, mais ruinée, et donc il allait à Carrare. Il était dans une famille d'ouvriers carriers, et donc il allait choisir ses blocs de marbre, et c'est lui qui disait que la sculpture était déjà dans le bloc, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, c'est que probablement à cause de ce petit garçon. J'ai communiqué une petite idée, oui, que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Voilà, Le temps des avant-gardes par Jean Clair, qui est né en 1940. Ce livre dont Piquecou va vous lire un extrait réunit les textes que Jean Clair consacra aux artistes de la nouvelle génération dans la revue Les Chroniques de l'art vivant, dont Aimé Mecht lui avait confié la direction. Boltanski, Buren, Sarkis ou Viala, Jean Clair s'y fait le témoin acide
de toutes les mutations artistiques qui agitent la scène internationale après mai 68. Réfugié dans son mutisme, Andy Warhol regardait d'un œil morne les évolutions de la petite cour de garçons et de filles qui ne le quittent jamais, bouffons, amis, amants et gardes du corps à la fois. Personnage mythique, le voici à Paris, tardivement, trop tard peut-être. Même ici, dans ce canton si reculé du monde occidental que Paris est devenu, dans cette province sommeilleuse et lointaine, on connaît Warhol. On connaît cet improbable inventaire que son œuvre adressait des biens de consommation d'une civilisation sans culture, ou plutôt d'une civilisation de la subculture. Les bouteilles de coke et les boîtes de soupe Campbell, les portraits de Mary Dean et ceux de Jackie Kennedy, les accidents d'auto et les chaises électriques. On connaît tout cela sans l'avoir même jamais vu. On a lu ce qu'il fallait en penser, la reproduction mécanique, la reduplication, la répétition et son sens, la chosification, la réification, l'aliénation de l'être par l'avoir, de l'individu par la masse, de la substance par l'apparence, que sais-je encore. Warhol a rendu le pop populaire. Il a vulgarisé un mouvement fondé sur des valeurs vulgaires. Il est un peu au pop ce que Prévert fut au surréalisme. On peut préférer des artistes plus puissants ou plus raffinés, comme Jasper Jones ou Lichtenstein, mais Warhol reste l'enfant chéri ou maudit du mouvement. Il est resté en tout cas pendant 10 ans. Sa figure a dominé les années 60 aux USA. Un soir de mai, à Manhattan, un demi-millier de personnes de l'underground new-yorkais sont réunies pour assister à une projection d'un film de Warhol, Blue Movie. 2 longues heures où l'on voit les diverses copulations d'un homme et d'une femme. La somme recueillie doit servir à payer les frais du procès d'un membre du Front de libération pour le Vietnam du Sud. Tout le monde communie, on veut communier dans la fraternité. Ceux qui militent pour la libération du Vietnam. Ceux qui luttent pour la liberté des homosexuels. Ceux qui prônent la légalisation de la marijuana. Ceux qui luttent pour les panthères noires. On mélange tout. Soudain, la projection s'arrête. Les lumières se rallument. Une fille saute sur l'estrade et commence par traiter toute l'assemblée de cochons et de vautours de la culture, puis lit une proclamation qui dit en substance: en ce moment même, des milliers de soldats américains envahissent le Cambodge et des milliers de militants à travers les États-Unis sont arrêtés, emprisonnés et assassinés, y compris ici même à New York, des centaines de femmes détenues à la prison des femmes. Certains ici, comme Andy Warhol, n'ont rien à apporter de vital, aucune vision pour changer la société, rien que leur ennui extrême de la vie et les créations d'un art sans valeur, incapable de rendre compte des besoins pressants des gens dans cette société désespérée. Puis tandis que l'opérateur est vidé de sa cabine, la lumière s'éteint et sur l'écran apparaissent cette fois les premières images de la bataille d'Alger. Silence de mort dans la salle qui assiste à la projection sans broncher. Andy Warhol s'est entre-temps éclipsé. Mais nous, en France, nous, avec 10 ans de retard, nous allons voir Warhol. Voilà, excellent. Il a la dent dure, hein, je trouve. C'est assez drôle à lire en plus. En 1975 ou en 1976, on a fait un voyage avec l'école des arts décoratifs de Strasbourg, dont j'étais élève, pour visiter le centre Pompidou, qu'on appelait Beaubourg à l'époque. Et c'est lui, en fait, qui nous a montré les boîtes de soupe et tout ça. Il l'a fait d'une manière beaucoup moins radicale, on va dire, que dans ce livre, où il est capable, comme ça, d'être à la fois très dur et à la fois de ne rien passer sous silence. Tu vois, c'est quelqu'un qui passe pour un vieux réac, à mon avis. Il l'est effectivement sur un plan peut-être artistique, on va dire, parce qu'il aime le métier. Mais politiquement, c'est pas du tout ça, hein. Quelqu'un que j'apprécie assez, Jean Clair. Le temps des avant-gardes est publié par les éditions. Tu parles de Jean Clair. Oui, je parle de Jean Clair. Ouais. Oui. Je crois que tu parlais de Warhol. Alors de Dandy Warhol. Oui. Ah non, pardon, là, non, j'aurais dû. Un peu blême. Oui, j'aurais dû préciser Jean Clair. Excuse-moi. Oui. Ouais. Non, c'est lui qui nous avait fait visiter Beaubourg, et il avait eu à la fois une façon d'en parler assez ironique, si tu veux, mais en même temps très didactique, quoi. J'avais beaucoup apprécié ce voyage. Voilà. Le temps des avant-gardes est publié par les éditions de la Différence. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Robert Kahn, fille du calvaire. Oh, quand t'es
téléphone 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com après les 3 W de rigueur. Oui, parce que Warhol, pour moi, c'est un gros bouffon. Pas forcément pour ses boîtes de soupe et tout ça, quoi. Je trouve pas ce travail vraiment exaltant, mais surtout ce qu'il a fait à Basquiat. Voilà, si Basquiat est mort aussi jeune, c'est peut-être que Warhol a quelque chose à voir là-dedans. C'est possible, c'est possible. Bon, en tout cas, dans le texte, il est quand même assez dur avec Warhol, je trouve. Hein. Oui, tout à fait, mais il a raison. Il perce la baudruche avec une certaine jubilation. Et j'aimais bien le passage où Warhol s'est éclipsé. Mais avec le grand courage qu'il caractérisait. Ouais, mais bon, il avait déjà été victime d'un attentat, c'est le genre de choses qui laisse des traces. Oui, bien sûr. Tant dommage que l'attentat ait raté. C'était Andy Warhol par David Bowie. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, 89.4 sur la bande FM. J'oublie toujours de le rappeler, mais c'est important. Tout le monde n'a pas un ordinateur pour nous écouter en live ou en podcast. Voilà, donc 89.4 sur la bande FM si vous voulez nous écouter en direct avec notre camarade Piquécou à la régie. Oui, notre camarade Piquécou que je trouve notre fée clochette que je trouve un petit peu moins fringante cette semaine, non ? Tu trouves pas ? Elle me fait un peu l'effet en fait d'être tombée de sa branche directement dans la rivière, tu vois. Et puis là, elle barbote. Elle trouve même pas l'énergie de s'ébrouer pour évacuer les gouttelettes, tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Bon, je crois que sa copine lui manque. En fait. Ouais, un peu, ouais. On va essayer de faire quelque chose pour remédier à ça. Alors, Karine, tu reviens si tu veux bien. Je te demande évidemment pas ça, ni pour Robert, ni pour moi. Hein. Tu as compris que nous, les filles, c'était pas franchement notre truc. Hein. Les mecs, les coques plutôt que les bon, pour éviter que notre petite camarade s'étiole, parce que là, elle est déjà, t'as remarqué, hein.
pendant 1h30, elle bat comme ça des ailes pour essayer de se maintenir à distance des potards. La pauvre tu vois petite poulette. Oh la pauvre. Voilà, la pauvre. Voilà, enfin, allez, à toi, excuse-moi, à toi. Enfin, c'est, voilà. Tu sais où t'en es, là? Oui, bah, j'en suis à toi, justement. Avec notre Jean, notre Issard Noir, qui est à la manœuvre pour écrire tous ces textes qui vous rendent fou, carrément. Et moi, je vais vous parler tout de suite, donc, dans ces textes. Là, ce matin, je suis un bafouilleur, hein, parce que bon, il y a des choses qui me contrarient. Mais... Bon, je vais parler de... Aurélie. D'un artiste qu'on peut qualifier de contemporain. Je sais pas si bon c'est vraiment le truc parce que il a quand même commencé à officier dans les années 60. Voilà, mais enfin comme un artiste un peu atypique qui fait des choses aussi curieuses, mais qu'on peut aimer, qu'on peut détester, comme pour tous les artistes d'ailleurs, les vrais en tout cas. Oui, je crois que c'est un vrai, même si on peut douter un peu que son travail soit extraordinaire. Il s'agit du Chiamara de Claude Viala, V-I-A-2-L-A-T. Il y en a beaucoup de Viala. J'ai connu des Viala écrivains, des Viala ceci, des Viala cela. Enfin, c'est un Nîmois de souche. Il est né dans cette bonne ville qui est magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui n'y sont jamais allés, je leur conseille pas, mais j'attire leur attention sur le fait que c'est une ville extraordinaire. Il y est né en 1936, donc on pourrait dire, je pense que d'un père notaire, etc., bon, provincial. Lui, il a pas repris l'étude, c'est son grand frère qui l'a reprise. Lui, il a la vocation, comme on disait en tout cas. Maintenant, je sais pas si on parle comme ça. Il a la vocation pour se mettre en peinture. Voilà. Une peinture dont il poursuit sans relâche l'expérimentation constitutive. Vous voyez, c'est les termes qu'on emploie maintenant pour parler de l'art. Son travail, terme que la théorie support-surface, parce ils ont créé un groupe support-surface de quelques oiseaux qui oppose à art aux créations artistiques qui est fondé sur la répétition d'une forme simple, fonctionnant comme un logo. Là, on est en plein pathos contemporain. Hein. Bon, vous avez compris. Eux, ils virent tout ce qui concerne le cadre, etc., etc. Ils travaillent sur des supports libres. Dont la position sur un support découlerait des jeux décoratifs de l'habitat méditerranéen. Mais un truc qui n'est pas indéfini, comme on l'a trop dit ou trop écrit. Oui, il s'agit d'une forme organique. Ça, je parle de Viala, je parle pas du groupe support surface dans son ensemble, parce que les autres avaient d'autres techniques de travail. Mais celle de Viala, c'est une forme organique, un peu la forme d'un haricot, dont l'usage permet la déconstruction du tableau. Là aussi, c'est un petit peu spécieux tout ça. Et de reprendre comme à l'origine le travail de la peinture, d'organiser une navette entre pratique et théorie. Là, je suis un peu plus d'accord. Voilà, on combine la pratique, la théorie, c'est un joyeux mélange, un joyeux blabla, auquel personne ne comprend rien, et je suis le premier à pas y comprendre grand-chose, mais bon, je vous fais part de ce qui se dit sur lui. Après, je vous parlerai de ce que j'en pense. Depuis donc 1966, sur des supports de toile libre, ce que j'indiquais un peu avant, donc sans châssis, Viala appose sa forme. Voilà, c'est la matière du support, souvent des tissus imprimés, etc. Alors, c'est la matière du support imprégnée qui donne à la forme, en fonction de son tissage et de sa texture, un contour plus ou moins net, une intensité de ton plus ou moins forte, l'art de Viala se caractérisant par la singularité de la couleur qui l'impose comme un grand coloriste de l'histoire de la peinture. Là, je suis un petit peu dubitatif sur cette expression. Grand coloriste, bon, ça fait un peu fouillis son histoire. Ces œuvres ont été exposées dans la plupart des lieux d'Europe, d'Amérique et d'Asie, dédiées à la présentation de l'art moderne et contemporain. Je vois pas pourquoi on mélange les deux, et figurent dans la plupart des grandes collections publiques ou privées. Voilà, ça c'est ce qui se dit dans les choses officielles de l'art contemporain. Moi, je vais vous donner mon petit blabla là-dessus. Je connais Viala puisque c'était le directeur il a été entre autres directeur de l'école d'art de Nîmes où mon Gremlins est né, fait ses études. Et donc j'ai rencontré Viala. Une histoire, je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est un petit peu triste. Ah bon? Bah oui. Oui, j'ai rencontré Viala. Bon, alors. Oui, il se fait pas beaucoup prier quand même. Non, quand même.
Non, mais c'est pour dire que c'est pas un mec complètement idiot, stupide, méchant et tout, comme la plupart des artistes contemporains. Non, lui, je l'ai rencontré en tant que directeur pour lui demander un petit peu, pour lui indiquer, parce que il prenait les 50 premiers qui se présentaient. Non, mais faut le faire, hein. C'était la mouvance de 68, etc. L'école de Beaux-Arts sans études, etc. Vous savez, avant, on entre aux Beaux-Arts sans baccalauréat, enfin, depuis 68, sans études supérieures et tout, alors que maintenant, pour entrer aux Beaux-Arts, pour faire le concours, il faut au moins avoir le baccalauréat, si c'est pas plus, hein, si c'est pas un bac plus 5, bon, voilà. À cette époque-là, ils étaient tenants, justement, de trouver des artistes, vraiment des gens qui, voilà, alors il y en avait 50 et on prenait les 50 premiers. Moi, j'avais fait travailler mon Gremlins tout l'été sur un dossier, pour qu'il arrive avec des munitions. Rien à foutre, au contraire. Il a été sanctionné pour ça, parce qu'il avait un dossier. Alors, je voyais le coup, il allait pas être accepté. Alors, moi, je vais voir Viala, je lui dis, dites donc, mon fils est 51e, moi, je vais massacrer les 2-3 qui sont devant lui, parce que comme ça, il passera, quoi. C'est un peu absurde, notre système. Bien que je trouve que c'est original, c'est tout ce que vous voulez, mais je trouve que c'est vraiment injuste, même, qu'on prenne les 50 premiers pèlerins qui se sont pointés, puis nous, en plus, on venait de 50 kilomètres, tu sais, en bagnole, on habitait dans le Vaucluse, assez loin, et du côté de Gordes, là, puis on se tapait 50 kilomètres pour arriver à Nîmes. Alors je lui explique tout ça, puis j'étais vraiment remonté. Et alors lui, très calme, il est un type gentil comme tout, il a dit, oui, bon, je comme brague, tout ça, oui, bon, on va arranger ça, vous inquiétez pas et tout. Et puis quand ils ont affiché les résultats de la sélection, il n'y avait pas de sélection du tout, hein, je dis, c'est les 50 premiers qui passaient. Alors moi j'étais planté à côté du tableau d'affichage. Hein. J'ai vu que le Gremlins, le mien, était pris. Bon, j'étais soulagé. Et en même temps, je pense que mon Gremlins a été très très influencé par Viala. Par sa personnalité, parce que Viala c'est un fanatique de bande dessinée, il avait une collection extraordinaire. Et il prêtait à mon gamin, il lui prêtait des bandes dessinées, des trucs, des fois vraiment des trucs, comment on dit ça maintenant, des trucs d'une certaine valeur, quoi, fiduciaire en tout cas, autre qu'artistique, quoi. Voilà. Et il a été jusqu'au bout, je pense que je le découvre peu à peu, mais peut-être 30 ans après, qu'il a eu une influence vraiment déterminante sur la vie de mon Gremlins, qui depuis les Beaux-Arts a refusé d'avoir un contact quelconque avec tous les artistes qui existaient, dont son père, voilà, parce qu'il a été tellement gavé, pas par Viala, mais par l'enseignement artistique de cette école, qu'il voulait plus en entendre parler, tu vois. Voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Viala, je me suis intéressé à son travail et à sa personnalité, et j'ai découvert d'ailleurs, il y a une interview qui est sur, vous allez sur YouTube, il y a une interview de Viala qui dure 45 minutes environ, qui est absolument génial, parce que vous voyez un peintre qui s'exprime. Alors par contre, autrement que ce texte que je vous ai lu, ces extraits qui parlent de son art, là on comprend tout. On comprend tout sur sa démarche, etc. Qui est une démarche que je trouve la démarche assez extraordinaire. Non, c'est le terme que j'emploierais. Par contre, la réalisation, c'est autre chose. Mais la démarche, en tout cas pour un artiste, il décrit le process artistique d'une manière simple, lumineuse, gentille. On comprend tout, qu'on peut appliquer si soi-même on est un créateur. On peut s'inspirer de ça, pas pour faire ce qu'il fait, mais on peut s'en inspirer vraiment. Et il a toujours refusé. Alors retenez bien ça. Il a toujours refusé que son œuvre soit, comment on peut dire, surcotée, de manière à ce que le maximum de gens puissent y avoir accès. Et là, je crois que c'est unique dans l'histoire de l'art moderne ou de l'art contemporain, où les gens, plus ça coûte cher, plus ils sont contents, les artistes d'abord, et puis les autres. Lui, moi je l'ai entendu dire, mais il y a très longtemps de ça, quand j'étais encore dans le secteur là-bas, dans une interview où j'étais là, je crois. C'était à côté de la Maison Carré, là, dans ce gros truc là qu'il y a maintenant, le Carré d'Art, de dire que non, lui, il refusait de rentrer dans ce système du marché de l'art, etc. Voilà. C'est donc quelqu'un, et je pense que c'est son côté parpaillot, vous savez, parce que là, vous savez que les Gardois, enfin les Cévenols, etc., et sont de l'Église réformée, sont des gens qui ont énormément souffert dans leur passé, et qui ont une espèce de rigueur, comme ces espèces de toit. On le sent d'ailleurs dans Nîmes, on le sent dans la ville, c'est le contraire d'Avignon. Avignon, cité papale, c'est un mouroir, c'est étouffant, c'est merdique et tout. Nîmes, c'est clair, on sent une espèce de... Voilà. C'est là qu'il y avait ce fameux slogan, tu sais, quand on prend la route d'Alès après avoir passé
Ouais. Les jardins de la Fontaine, Ouais. sur un mur. Magnifique, ouais. Slogan qui est resté comme ça pendant des années. J'adorais parce que c'était tous les ans que j'y avais droit. Bono, reviens dans ton auto. Et personne n'a jamais effacé ce truc pendant des années. Des dizaines d'années même. Hein. Ouais. Il y a qu'à Nîmes que ça pouvait rester aussi longtemps. Oui, bien sûr. Oui, les jardins de la Fontaine que vient d'évoquer Jean, magnifiques avec la tour Magne, etc. C'est super. Ouais, voilà. Alors, allez à Nîmes. C'était Seguida del Camisard par Lou Delphine. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, c'est elle qui est là, oui, vous avez de la chance. Avec Piquet-Coup à la régie, à la programmation musicale, à la lecture de textes et de nouvelles un petit peu douteuses. Et puis notre Jean qui va tout de suite vous cracher dans le poste, je ne sais pas quoi, mais enfin, tenez-vous bien. Non, je voulais savoir en fait si tu connaissais un peu l'histoire de Nogent-sur-Marne. Une ville qui a pour principale qualité, il faut le dire, peut-être même comme unique qualité de t'accueillir, Robert. Hein. Est-ce que tu connais un petit peu? Parce que figure-toi qu'en mars 1895, il y a eu une manifestation exceptionnelle qui s'est déroulée à Nogent-sur-Marne. Ça a bien changé. Et qui a eu droit, mais qui a eu droit à la une de tous les journaux. Alors, est-ce que tu as la moindre idée de ce dont il s'agissait? Pas du tout, mon Jean. Eh ben, il a été organisé donc en mars 1895 à Nogent-sur-Marne une course d'unijambistes, Robert. Non, mais oh non, ça c'est dégueulasse. Non, mais c'est très très sérieux. Non, c'est vachement sérieux. C'est vachement sérieux. Figure-toi qu'il y a eu des centaines de participants. Qui est bête alors? Non, mais des centaines de participants et des dizaines de milliers de spectateurs pour assister à ça. Tu vois. Et alors le règlement était extrêmement strict.
seuls pouvaient concourir non seulement des unijambistes, mais des unijambistes à jambes de bois. Ah, d'accord. Ouais, et bien, figure-toi qu'un certain Robert G., résident de Nogent, cul-de-jatte de son état, a eu l'autorisation, a obtenu une dérogation pour participer à la course. Danti, qu'est-ce que je On pense lui a simplement demandé de remplacer la petite blonde flamboyante qui lui servait habituellement de moteur par 2 fers à repasser. Et ben devant une assistance complètement d'abord médusée puis admirative, figure-toi qu'il a gagné la course, Robert. Oh ouais. Non, et qu'il a gagné non seulement la course, mais le trophée promis au vainqueur. Et essayez d'imaginer ce qu'était ce trophée. Tu trouveras pas. Non, mais je cherche pas. Un pot à tabac sculpté dans une jambe de bois. Mais c'est complètement authentique, ce que je vous raconte. On te croit. Alors là... Vive Nogent-sur-Marne. Hein. Oui, va chercher tout ça. Mais n'y venez... Ah non, mais ça, vous pouvez chercher sur Internet. Non, mais n'y venez plus maintenant, en tout cas. Ça, vous pouvez le chercher et le trouver sur Internet. Voilà. D'accord. Allez, Piquet-Couche, je te laisse la parole. Alors, moi, je vais vous parler de Louise Bourgeois. Donc, Louise Bourgeois est née le 25 décembre 1911. Elle est décédée 1911, oui, ça. Et donc, c'est une artiste franco-américaine décédée à l'âge de 98 ans, un des plus grands sculpteurs de la seconde moitié du XXe siècle. Elle est née en France de parents restaurateurs de tapisseries anciennes, ce qui lui a permis, dès l'âge de 10 ans, de mettre un pied dans l'étrier. Et quand je dis pied, le mot n'est pas écrit par hasard, parce qu'elle s'était spécialisée dans le dessin des pieds manquants quand le dessinateur était absent. Dessinateur que ses parents lui ont demandé de remplacer par la suite, ce qui a donné de la dignité à mon art, dit-elle à ce propos. Donc une enfance profondément blessée par le comportement de son père, quand elle remarque qu'il est l'amant de sa nounou et que sa mère ferme les yeux sur cette relation. Elle affirme que son père ne cessait de l'humilier, de la dévaloriser. Elle se dit avoir été une Eugénie Grandet. Elle obtient son bac au lycée Fénelon, à Paris, entame des études de mathématiques à la Sorbonne, mais préfère commencer des études d'art. Pour exprimer des tensions familiales insupportables, il fallait que mon anxiété s'exerce sur des formes que je pouvais changer, détruire et reconstruire, dit-elle. Elle fréquente l'école des Beaux-Arts, l'Académie Ranson, puis l'école du Louvre. Sa rencontre avec un critique d'art américain, Robert Goldwater, fait basculer sa vie. En 1938, elle part vivre à New York et commence à livrer des dessins et des gravures. Dans les années 40, elle crée une série de personnages sculptés dans le bois au rasoir. Elle rencontre les surréalistes qui ont quitté la France pour les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a 3 enfants. À la fin de sa vie, cette petite femme frêle au visage ridé dessine à Chelsea son lieu de résidence. Elle se déplace en déambulateur pour accueillir chaque dimanche depuis 30 ans de jeunes artistes qu'elle conseille. Elle leur demande d'apporter une œuvre et des friandises. Son œuvre est inspirée par son enfance, son adolescence et ses peines, par son pays d'origine dans lequel elle n'est jamais revenue vivre. Dans ses premiers travaux de gravure, dessins et peintures, on trouve les thèmes de la procréation, de la naissance, de la maternité, des femmes maisons dans lesquelles s'imbriquent corps et architecture. L'art lui permet de transformer ses démons en alliés. Elle n'exorcisait pas ses démons au travers de son œuvre, elle apprenait à les aimer, dit une critique d'art new-yorkaise. Un fil rouge dans son œuvre, le phallus, qu'elle nomme fillette, et ses araignées appelées maman, parce que ma meilleure amie était ma mère, et qu'elle était aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée. L'araignée est pour elle le symbole des tapisseries que réparait sa mère, toile de l'araignée, et tout ce qui s'y apporte, aiguilles, fils. Elle a trouvé le moyen de modeler dans l'espace des constructions liées au monde de l'inconscient et au travail sur le corps. Elle a fait peu d'expositions personnelles jusqu'aux années 70, quand les thèmes de la féminité, de la sexualité, de l'adolescence, de la solitude deviennent omniprésents et qu'elle travaille avec des objets et des matériaux variés. Le MoMA lui consacre une première exposition rétrospective en 1982, l'Europe en 1989 à Francfort. Dans les années 2000, elle devient l'artiste femme la plus chère au monde. Ses araignées dépassent les 4 millions de dollars aux enchères. Elle eut ainsi un rôle déterminant pour toute une génération, montrant qu'on pouvait avoir un mari, des enfants, une vie de famille, et en même temps devenir un grand créateur, souligne le Scandinave Jonas Storv, qui organisait avec Berdanac la rétrospective de Beaubourg. Voilà.
Ouais, elle était sublime, c'est vrai, les dernières années de sa vie, on aurait dit un vieil Indien. Oui, oui. Mais on peut la voir, oui, il y a des vidéos justement après la partie musicale. Elle a enregistré un disque, elle avait 84 ans, et il y a, sur YouTube, on peut voir ce diaporama, il y a pas mal de photos effectivement d'elle âgée, toute ridée. Et puis on peut pas rester, je trouve, indifférent à son travail, quoi. Ah non, quand on y est confronté, je veux dire physiquement, hein, les photos c'est une chose, mais quand on se promène sous une de ces araignées, je trouve que ça, on peut pas rester indifférent à ça. Tu es allé à Beaubourg, alors? Je suis allé ailleurs. Ailleurs. T'es allé à New York? Bah quoi Je ne me vanterai pas de l'endroit où j'ai vu l'œuvre de Louise Bourgeois. Tu vas encore me faire tes gros yeux. Et j'ai une fragilité en ce moment. Faut que je me protège un peu. D'accord, bon. C'est ça. La femme de l'anglo est une anglote. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. C'est ça. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, et elle boursicote. Il cuisine, et puis elle popote. C'est ça. Il découvre, par exemple, un vaccin, il découvre, et elle dégote. C'est ça. Il parle, elle parlote. Alors, il tousse, puis elle toussote. Et alors, quand il siffle, n'est-ce pas? Il siffle comme un merle. Et puis elle sifflote. Et alors, on entend le merle qui siffle dans les arbres. Elle sifflote. C'est ça. J'ai dit, je répète, il vit, elle vivote. Sans dot. Elle se fagote et se chapote, et sa culotte comme une cocotte. Charlotte l'idiote, elle vivote. Et puis alors, quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas? Et puis elle touchote. Ça n'a aucun effet. C'est ça. Donc c'est un texte chanté par Louise Bourgeois qui avait donc 84 ans. C'est une musique de Ramuncho Mata qui est un autre artiste protéiforme. Sur Radio Libertaire, vous y êtes toujours, oui, il y en a encore pour une demi-heure. Alors pour ceux qui sont fatigués, on les autorise à aller se recoucher. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, sur 89.4. .fm, 89.4 FM, pardon. Voilà, avec Piquet-Coup, Jean, notre hussard et ma pomme. Jean qui va vous parler. Ah non, je voulais faire une petite annonce avant, une petite dédicace pour une auditrice qui s'appelle Claudine et qui a pris sa carte d'auditeur de Radio Libertaire à la Librairie Publico. Voilà, parce que en disant bah oui, parce qu'ils en parlent, ça a l'air d'être difficile et tout, donc voilà, moi je veux participer. Puis elle a laissé la monnaie pour la Librairie Publico, bah c'est bien. Voilà, ça. Merci Claudine. Merci Claudine, hein, mon Jean. Ouais, c'est beau. Toi qui connais ça, toi qui a donné plus de 1000 euros pour le monde libertaire, quand même, c'est bien, Jean.
Mais non, mais c'est exemplaire, ça montre aux gens qu'il y a des gens qui font ce que les gens devraient faire. Il y a des gens qui savent pas quoi faire de leur fric, ouais, c'est vraiment le lieu, je trouve, pour raconter des trucs. Oh, arrête, c'est pour savoir quoi faire. T'aurais donné 1000 € pour aller au Crazy Horse, j'aurais compris, ou je t'aurais critiqué. Mais là, c'est pas le cas. Puis d'ailleurs, je sais même pas si c'est toi, je sais simplement que c'est un certain Jean. C'est tout. Exactement. Ouais. Donc, je te prierai. Bon, alors, je veux dire, c'est pas celui de l'autre, c'est un certain Jean, voilà. Je voulais aussi préciser, à moins qu'il y ait d'autres annonces, non? Je voulais aussi préciser, parce que Robert me fait ses gros yeux. Chaque fois que je raconte une histoire de lapin ou d'unijambiste, il me fait ses gros yeux. Alors, je pense quand même qu'il y a deux façons, si tu veux. Le monde est très dur, tu en conviendras avec moi. Oui, bonjour. Il y a deux façons d'essayer de le changer. En essayant de le changer, ça, c'est quand même du boulot, je trouve. Surtout que ça marche jamais. C'est ce que fait notre Piquet-Cou, par exemple. Tu vois, à chaque mardi, elle essaye de changer le monde. Mais enfin, c'est quand même... si c'était que le mardi, ça représente des efforts considérables qu'à mon avis, parmi nous trois, elle est la seule capable de fournir. Oui. Mais on peut aussi changer un petit peu le regard qu'on a sur le monde. Ça peut l'aider aussi un petit peu. En fait, ce sont deux façons qui sont compatibles. Bon, là, il me fait plus ses gros yeux, il me fait ses grosses lèvres. Je me demande si je préfère pas les gros yeux. Bon, non, on devrait arrêter de rire comme ça parce que le peintre dont je vais vous parler là maintenant, tu vas voir qu'il y a un lien en fait avec Claude Viala. C'est un petit peu la même chose, tu vas voir, parce qu'en fait, je le considère, si tu veux, comme un modèle possible à suivre pour les artistes qui souhaiteraient s'engager, comme j'espère le faire moi-même, bientôt, dans un corps à corps avec la peinture. Mais tu sais bien que ça te parle. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai eu peur. Non. Atteindre cet âge-là pour être aussi peu sage, ça me désole quelque part. Bon alors, parle-nous. Tant mieux, mais bon. Parle-nous de Gérard Gazzo. Mais attention, un petit peu comme tu as prévenu comme tu l'as dit sur Viala, il s'agit moins du résultat obtenu que des moyens physiques et psychiques d'y parvenir. J'aime pas tant que ça le résultat final de sa peinture. La perfection glacée de sa facture peut d'ailleurs dérouter. Je dirais ça comme ça. Mais n'empêche, d'un travail lent et minutieux du pinceau, de la brosse et du pochoir surgit une attirance, une séduction, Robert. Il s'agit vraiment de ça. Une nostalgie d'abord joyeuse, puis bientôt désenchantée, de retrouver un bon vieux métier pictural qu'on croyait, qu'on pensait disparu. Alors je vais le citer maintenant. J'ai toujours considéré comme impensable et extravagant que l'on puisse donner un prix à une belle peinture, à un tableau du Louvre, mettons. Ça te parle, ça, C'est une sorte de leurre. Ça aussi, ça te parle. Bien sûr. J'ai toujours été fasciné par les artistes chinois et japonais qui, il y a de nombreux siècles de cela, montraient la peinture seulement à quelques initiés. Montrer de la peinture comme on le fait aujourd'hui, à travers des expositions où des gens défilent devant elle, avec des queues d'individus qui attendent, quelque part ça me choque, déclarait Gérard Gassiorowski. Né à Paris, ancien élève de l'école des arts appliqués de Paris, il commença à peindre en 1955, mais s'interrompit 2 ans plus tard et pendant 7 longues années. Quand il revint en 1964, il semblait avoir renoncé définitivement à la couleur, n'usant plus que des seules valeurs du gris, cet état intermédiaire entre le blanc pur de l'absence et le noir de la nuit. Il en tirait des images minutieuses et précises, comme des photographies, mais aussi fuyantes et voilées que des souvenirs. Nous ramène un petit peu à Joan Mitchell de la semaine dernière. Ainsi, dans sa série des Albertines disparues, des empreintes du passé impressionnent sobrement le blanc de la toile, revêtant l'aspect de daguerréotypes délavés. Tu connais un petit peu la peinture de Gérard Gassiorowski J'ai vu quelque chose sur le net qui me semblait effectivement un peu glacé. Oui, exactement. Voilà. Qu'on ne s'y méprenne pas, le réel qui se trouve ainsi capturé dans le champ pictural n'a d'autre consistance que d'être une simple trace, et l'obsession du passé qui s'y confond, ou l'obsession du passé s'y confond avec l'acte même de peindre. Ce qu'on appelle se rappeler un être, écrivait Marcel Proust, c'est en réalité l'oublier. Chaque être est détruit quand nous cessons de le voir.
Proust qui disait ça. Oui, bien sûr. Hein? Et chaque être disparaît quand nous cessons de parler de lui. Voilà, et ben mâchez bien ça. Hein. D'où le climat, on va dire, de lourde nostalgie et de catastrophe qui règne sur la plupart des œuvres de Gasiorowski, hein, et confère au sujet le plus banal un aspect vraiment fantomatique. Ainsi, sa série Fatalité, au pluriel, hein, dans laquelle des personnages féminins immobiles et nus semblent venir d'un temps si lointain qu'il n'est plus du tout le nôtre. Hein. Et l'on pense irrésistiblement à cette phrase de Pierre-Jean Jouve, « Quant à moi, j'éprouve autrement la séduction d'une fille, comme un malheur, une énigme impénétrable de la sensibilité et du cœur. » Alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Hein ? T'es pas complètement atterré, hein. Tu comprends un petit peu. Absolument. Moi, je comprends très bien ce qu'il veut dire, ce monsieur. Non, sérieusement, hein, Oui, je le comprends. bonjour. Je le comprends très bien. Je peux même expliquer, mais un autre jour. À y regarder de près, pourtant, les femmes sont toujours ici représentées très jeunes ou très âgées, tu vois, comme si elles n'avaient pas d'autre fonction que de décevoir le désir, de distraire l'attirance, voire de contenir l'angoisse. Avec sa série Impuissance, là aussi au pluriel, la toile se fait minuscule page blanche, l'œuvre bascule dans le silence. Sur les 6 dernières toiles, hein, un léger coup de crayon vient seul évoquer, au-dessus d'un champ absolument vierge, le vol d'un oiseau qui disparaît. L'artiste avait atteint le point limite où la peinture se dissout dans l'absence d'image et semble douter de sa raison d'être. Vous l'aurez compris, hein, sous son aspect réaliste, voire hyper-réaliste, la peinture de Gasiorowski était loin d'être une recherche des apparences. Encore une fois, on peut avoir des doutes sur la facture. Hein. On revient à Proust, qui écrivait aussi « La réalité ne se forme que dans la mémoire ». Le peintre va alors s'enfermer dans un isolement total de plusieurs années, Robert, avant de revenir avec des œuvres que je trouve encore moins convaincantes. Il mourra d'un infarctus, d'avoir peut-être trop aimé la peinture. D'accord. Mais c'est une interprétation comme une autre. Hein. Gérard Gasiorowski, donc c'est 1930-1986, et je mettrai un lien vers son travail sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Oui, et je voudrais dire, presque tout ce que tu as évoqué. Il y a le mot séduction qui est venu un petit peu me choquer la caboche, ça, parce que quand on parle d'art, je crois que si on y accole le mot séduction, on peut tout de suite dire que c'est foutu, quoi. Tu vois. L'art n'est pas, enfin, de mon point de vue, ne doit pas séduire, absolument. Il doit interroger plutôt que séduire. La séduction, c'est pas une interrogation. La séduction, c'est un consentement. Oui, mais ça peut être contre la volonté de l'artiste, si tu veux. Ah ouais, d'accord. Oui. Tu crois ça? Ah, complètement, oui. Oui. Une séduction qui s'exerce à l'insu et du spectateur et de l'artiste. D'accord. Quelque chose d'indéfinissable. Oui, mais la séduction, c'est un mot qui... Ouais. C'est un mot. Oui, bien sûr. On y met ce qu'on veut. Il peut engloutir, si j'ose dire, énormément d'émotions. D'émotions, d'accord. Ouais, bon, écoute, je regarderai ça plus attentivement. Maintenant, on pourrait passer à une pause musicale. Bon.
C'est Noir Désir, des visages, des figures. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans but, 89.4 sur la bande FM. J'avais pas reconnu Noir Désir, c'est fou ça. C'est parce que Jean, il n'arrêtait pas de parler et je pouvais même pas écouter Noir Désir. On peut pas être séduit et par Noir Désir et par Jean. Ouais. Ce qu'il m'a raconté, c'était quand même intéressant. Bon, je le pardonne. Voilà. Jean, il est mignon. Refais-moi ta grosse bouche quand même. Arrête. Jean, on est sur une émission sérieuse. Enfin, écoute, on va être accusé. C'est vrai, une émission révolutionnaire. Je l'oublie régulièrement. Après, on va nous accuser de ricaner tout le temps. Anarchie vaincra. Bon. J'en ai rajouté. Je me suis rattrapé ou... Oh oui, là tu t'es rattrapé. Voilà. Non, parce que j'avais un doute en fait. Bon, comme j'ai remarqué que tu n'appréciais pas plus que ça. Mais non, ça bon, enfin bref. Bon, mon Jean, les exploits. Oui, alors la première. Absolument. La première. Que je dise absolument. Absolument. Oh. La première, c'est les impressionnistes slovènes et leur temps. Ça, c'est au Petit Palais, avenue Winston Churchill, dans le 8e. Hein, c'est jusqu'au 13 juillet. État de l'ex-Yougoslavie devenu indépendant en 1991, la Slovénie est encore une province de l'Empire austro-hongrois quand elle commence, Robert, à s'ouvrir à la modernité à la fin des années 1880. Cette période est aussi celle de l'affirmation d'un fort sentiment d'identité nationale auquel les artistes, peintres, sculpteurs, écrivains et ou architectes vont tenter de donner forme. C'est à l'Académie ouverte à Munich en 1891 par le peintre slovène Anton Asbe, mais ne me demandez pas comment ça se prononce exactement, que se rencontrèrent les 4 peintres que leur passion commune pour la peinture en plein air fit appeler impressionniste. Leur style, cependant, se réfère moins à l'impressionnisme originel né en France dans les années 1860-1870 qu'à l'évolution que lui firent suivre Monet dans ses séries des Meules et des cathédrales de Rouen, Van Gogh ou encore Segantini, qui conféra un caractère symboliste à ces paysages et dont l'influence fut grande dans cette partie de l'Europe. Leur ambition fut de dépasser le réalisme anecdotique pour ne retenir du paysage que son pouvoir émotionnel dans des compositions parfois proches de l'abstraction pour certains d'entre eux, Robert. Et puis la seconde, c'est Olivier Catté Cityscape, ça c'est à la galerie Lazarou, 14 rue du Perche dans le 13e arrondissement de Paris, et c'est valable jusqu'au 25 mai 2013, donc vous n'avez plus beaucoup de temps. Olivier Catté fait ses armes dans la rue, puis sur différents supports, avant de passer maître dans l'art de révéler le carton en 2007, je crois que c'était. Le carton de récupération fascine Olivier Catté. Rebut de la société de consommation, maison de fortune pour les plus pauvres, c'est un symbole omniprésent de l'absurdité des sociétés modernes. Ce matériau fragile, il le lacère, il le gratte, il le déchire pour y faire apparaître en négatif des villes ou des cités imaginaires. Il est frappant de constater comme l'artiste modifie son angle de vue à mesure de l'évolution de son travail, comme on peut en juger avec sa dernière série, Cityscape. Il y élève son regard vers une vue en plongée de la ville qui devient un espace architectural illimité, irréel, fait d'impressionnants volumes et perspectives. Ah oui, ça c'est voilà, vraiment... C'est très intéressant. Très, très intéressant. Voilà. Il faut vraiment voir son travail pour comprendre... oui. De quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y a pas mal de petites vidéos qu'il montre en train de travailler. Là. Et son galeriste a l'air complètement fan de son boulot. Il vaut mieux parce qu'aujourd'hui... Non, mais c'est vrai, surtout dans le 13e arrondissement. Ah oui, c'est là que j'avais posé la question, qu'est-ce qu'il fout là-bas D'habitude, je rappelle que tout ce que je dis, c'est toujours le 8e, le 7e, le 16e. Des quartiers à fuir, absolument. Oui, absolument. Comme il faut regarder absolument ces expos, il faut fuir les quartiers où elles sont absolument. Alors, voilà, Robert ne les fuit pas particulièrement, il n'y met simplement jamais les pieds. C'est très simple.
C'était Edith Piaf dans La Ville Inconnue. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, j'étais en train d'expliquer à mon camarade certaines de mes mauvaises actions pour qu'il m'en veuille pas trop. Mais enfin bon, je ne sais pas si c'est reçu 5 sur 5. Et tout de suite, on va vous causer de nos chères œuvres, de notre chère Fédération anarchiste, à commencer par la radio, pour lesquelles vous pouvez faire des dons, si je vous le rappelle, puisqu'on en est dans le don. La radio... Vous envoyez 1 000 euros à... Voilà, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure à propos d'un camarade très proche de moi. Voilà, bon, il n'était pas obligé en même temps. Il a mangé des haricots pendant 2 ans après. Enfin voilà, la librairie Publico qui... le Monde Libre... aujourd'hui c'est... Pardonnez-moi, mais je suis vraiment dans la spoule. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui a besoin, pour qu'on l'entende de mieux en mieux et de plus en plus, qui a besoin d'avoir du matériel au top, et croyez-moi, ça coûte du bonbon. Le matériel qui permet au studio d'enregistrement de diffuser ces émissions. Et pour pouvoir, parce qu'on a bien sûr des camarades, ou un camarade, je sais pas au juste, mais enfin il y a une bande de camarades qui se résume à un camarade, je crois d'ailleurs, qui s'occupe de la maintenance, avec beaucoup de compétences et beaucoup d'abnégation, parce qu'il est bénévole, faut le rappeler. Il a un travail dans la journée, et parfois la nuit, il vient réparer ce qui fonctionne pas dans la régie. Mais ça suffit pas, il faut aussi avoir de la thune pour remplacer parfois du matériel. Donc pour cela, nous vous proposons une carte d'auditeur. On vous en a évoqué tout à l'heure avec une camarade auditrice qui est à la librairie Publico pour s'acheter ses cartes d'auditeur. Et on souhaiterait que tous les auditeurs de Radio Libertaire fassent la même chose. Enfin, ceux qui peuvent, en tout cas. Il n'y a pas d'obligation de prendre leur carte d'auditeur qui coûte 20 €. Pour ça, les librairies Publico, 145 rue Amelot. Et puis aussi, ils peuvent adhérer à l'association des Amis de Radio Libertaire. Ça se passe toujours à Publico. Vous voyez Laurent ou Max, nos chers permanents. Ou bien souscrire, il y a une souscription avec un même minimum de 5 € par mois qui est soutiré sur vos comptes en banque quand vous en avez, parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent se permettre. Il y a des banques qui les virent parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Voilà, et comme on est payé avec des chèques, quand on n'a pas de compte en banque, on doit être bien emmerdé. Voilà, comme toujours, ceux qui payent, ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Bon. Aussi, après Radio Libertaire, je vous parle toutes les semaines de la librairie Publico, avant de vous parler du Monde Libertaire. La librairie Publico, qui s'appelle aussi la librairie du Monde Libertaire. Voilà, qui est... Alors, j'écoute en permanence des infos, je ne veux pas vous citer mes sources, mais des infos sérieuses, sur l'état de la presse en général, des librairies en particulier, et quoi, il y a moi, la librairie Publico, c'est pas un cas unique, mais c'est un cas quand même particulier, puisque c'est la librairie anarchiste, c'est-à-dire que c'est un lieu un peu mythique maintenant qui existe depuis plus de 60 ans et qui représente toute la littérature anarchiste, la presse révolutionnaire et des tas d'informations autour de ça avec, je vous répète, chaque semaine, nos permanents qui font un travail remarquable dans cette librairie, voilà, qui se défoncent, c'est pas 8 heures par jour, voilà, pourtant ils sont payés pour des mi-temps. Voilà, et la librairie Publico est en danger parce que justement toutes ces petites structures, particulièrement celles qui ont une idée révolutionnaire par derrière la tête, sont particulièrement fragilisées en ce moment. Vous savez qu'en ce moment c'est la fête aux gros conglomérats littéraires, de librairies de grande surface, etc., comme la Fnac, ouais. Et sur le net, on n'en parle même pas. Voilà. Alors, si vous voulez, et que cette librairie, que ce lieu de rendez-vous international, je dois le dire, continue à pouvoir faire rayonner les idées anarchistes, non seulement en France, à Paris, mais aussi dans le monde, eh ben, il faut l'aider, quoi, tout simplement. Et vous pouvez l'aider, évidemment, en faisant des dons à la librairie Publico, en y allant aussi, surtout, Pélibus Jambus pour les Parisiens ou en transport en commun. Voilà, pour la province, vous êtes relié à la librairie Publico par le net.
Et vous pouvez évidemment, quand vous passez par Paris, vous transitez par Paris, vous pouvez tout à fait aussi faire un petit saut à la librairie Publico. Voilà, ils sont toujours très contents de recevoir des nouveaux visiteurs, et vous pouvez vraiment parler avec Laurent ou Max si vous avez des questions à poser sur notre mouvement, sur nos idées, etc. Ils sont là, ils vous répondront avec beaucoup de gentillesse et de compétence. Voilà. Et puis aussi la troisième œuvre, c'est Le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, qui lui aussi, on connaît la fragilisation de la presse. Il y a des nouveaux titres qui sortent évidemment, mais c'est surtout des titres people. Et puis vous savez ce que c'est que le people? C'est toujours des histoires de cul. Voilà, ça marche très bien. Comme Paris Match, par exemple, dont on vous parlait tout à l'heure. Voilà, alors cela, mais les journaux comme les hebdomadaires comme Le Monde Libertaire, vous savez, ça parle pas vraiment de choses vraiment très drôles, mais ça parle de choses qui arrivent, dont la grande presse ne parle pas, justement. Dans ces journaux-là, vous trouvez des informations que vous trouvez nulle part ailleurs. Et pour ça, c'est vraiment très très important que ces publications survivent dans ces tourmentes suicidaires de la presse en général. Et pour les soutenir, le premier geste que vous pouvez faire, c'est vous abonner. C'est sur ce socle-là que la presse peut perdurer, surtout la presse qui n'a pas de publicité, parce que Le Monde Libertaire, comme le Canard enchaîné, ça doit être les deux seuls dans la presse française qui ne reçoivent de magazines nationaux. Je parle pas des petits, comment on appelle ça, des petits fanzines qui sortent à droite à gauche. Ils n'ont pas de publicité, ils sont quand même, voilà. Et les permanents, ceux qui font Le Monde Libertaire, le comité de rédaction, ça, ils travaillent gratos. Ils ont aussi un travail dans la journée, et puis la nuit, ils viennent faire Le Monde Libertaire, voilà. Pour être un peu solidaire avec ses camarades qui se défoncent pour faire ce magazine, à très peu d'ailleurs. Une rédaction normale d'un magazine pareil, ça serait 30 ou 40 personnes. Là, ils sont 3. Voilà. Il faut le dire. Bon, alors vous pouvez le soutenir en vous abonnant, je répète, et vous allez à la librairie Publico, où là vous pouvez vous abonner au Monde Libertaire. Vous pouvez aussi faire des dons, comme j'ai évoqué tout à l'heure, pour quelqu'un qui est très proche de nous. Et puis vous pouvez aussi, évidemment, acheter le Monde Libertaire à la librairie Publico, où il est en dépôt de presse, et aussi dans quelques kiosques télévides de la capitale. Voilà, j'ai tout dit. Des cartoonistes qui cartonnent, et dont Jean est assez fanatique d'une bande dessinée qui s'appelle comment? Pavé d'Anard. Pavé d'Anard, je m'en souviens jamais. Pardon pour les camarades qui la font. Pavé d'Anard, c'est l'auteur est Gros Gaga. Un truc comme Gros ça. Caga. Gros Caga, oui, c'est imprononçable. Voilà, vraiment des articles de fond, des articles militants, mais pas que, et vraiment des textes qui sont bien écrits. Voilà. Puis vous avez aussi le numéro spécial qu'on appelle, je sais plus comment, le numéro spécial. Hors série. Hors série, ouais. Mm-hmm. Et puis vous avez un gratuit aussi que vous pouvez trouver, c'est aussi à la librairie Publico. Voilà, j'ai terminé, c'est l'heure. Salut, à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Je dirais Lucien Jeunesse. Je dis 1000 francs. Salut à tous. Au revoir, à la semaine prochaine.